Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Connect Live consacré à la santé et intitulé « Quelles avancées sanitaires post-Covid-19 pour l'Afrique ? L'apport de la Health Tech en matière de résilience sanitaire ». Alors rappelons-nous, quelques mois avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans un rapport d'évaluation, faisait état de progrès majeurs en matière de santé sur le continent africain, puisque la durée de vie avait augmenté en moyenne de 10 ans par personne sur la décennie 2000-2019. Et puis, la pandémie est arrivée et quelques mois plus tard, l'OMS alertait la communauté internationale que tous ces progrès enregistrés en Afrique pourraient être simplement balayés par cette pandémie de Covid-19. Il n'en fut rien et cela tient à un certain nombre de facteurs. Nous allons voir aujourd'hui, durant les 55 prochaines minutes, quel a été le rôle des pouvoirs publics pour limiter les impacts de la Covid, mais aussi le rôle des acteurs privés et l'apport de l'écosystème tech en matière de résilience sanitaire en Afrique. Je vous propose de partir tout de suite pour Cotonou, rejoindre Monsieur le ministre Ong Patin, Monsieur le ministre de la Santé. Depuis Cotonou, on a vu qu'effectivement la pandémie était passée par là, mais la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Quelle a été la réaction en fait, des pouvoirs publics et la stratégie afin de limiter les impacts du coronavirus ? Merci pour cette invitation, pour un peu faire le point de cette pandémie que nous avons eu à traverser, qui, je l'espère, est au passé. Effectivement, depuis décembre 2019, l'annonce de la pandémie a jeté un coup de froid dans le monde entier. Et nous avions déjà commencé à nous préparer avant le 16 mars 2020, où nous avons enregistré notre premier cas au Bénin. Et dès lors, l'ensemble du dispositif de riposte, et notamment au niveau le plus élevé, qui est le Conseil des ministres, sous la houlette même du chef de l'État, a été mis en branle avec les différentes commissions techniques d'appui au niveau du ministère de la Santé et surtout un comité interministériel, puisque la riposte a été multisectorielle pour pouvoir vraiment faire face à cette riposte. Donc, c'est ce comité interministériel qui proposait donc, les solutions les plus adéquates au gouvernement. Je dois dire que dès lors que la pandémie a été décrétée comme ayant touché le Bénin, nous avons fait l'option, après être passé par une phase de tri et de dépistage des voyageurs en provenance d'autres destinations, en provenance d'autres contrées, nous avons fait l'option, à un moment donné, en regardant un peu l'évolution du nombre de cas, à ne pas décréter de confinement, contrairement aux autres pays. Nous avons fait l'option de mettre en place ce que nous avons appelé le cordon sanitaire, c'est-à-dire que les principaux cas étaient concentrés au sud du pays. Et nous avons établi ce cordon sanitaire qui s'est étendu jusqu'au début du centre du pays. Ainsi, nous avons pu confiner, en fait, l'ensemble des cas dans un périmètre où nous avons pu les gérer. Deuxième chose, très tôt, le gouvernement a pris l'option de rouvrir les écoles parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas où on allait. Encore, on avait arrêté toute vie pratiquement. Nous avons fait l'option de poursuivre l'activité économique et de rouvrir les écoles après 40 jours de cordon sanitaire et de prioriser une stratégie de dépistage massif et de prise en charge des cas. Et c'est ce que nous avons eu à faire. C'est la priorisation de la stratégie vraiment de dépistage massif que nous avons priorisé par rapport à un confinement. Donc, on identifiait les cas, on les dépistait et on les traitait au niveau de sites spécifiques, totalement dédiés à la prise en charge des cas de Covid, pour que le reste du système de santé puisse continuer à gérer les problèmes de santé qui n'ont pas disparu. Les femmes devaient aller accoucher. Les cas de paludisme restaient toujours. Ainsi de suite. Donc, ça coupe un petit peu, monsieur le ministre, de temps en temps. Mais on a suivi l'essentiel de votre propos. Donc, on a bien compris que là, il était question vraiment de mesures préventives, de cordons sanitaires pour éviter une propagation massive du coronavirus dès son arrivée.
Je vous propose, merci pour cette première intervention, je vous propose de partir maintenant à Niamey, au Niger. Nous allons rejoindre le docteur Adamou Gado Fumakoy, qui était en première ligne dans cette lutte contre la pandémie au Niger, au sein de l'unité de riposte contre la Covid, et qui est aujourd'hui le directeur médical de l'hôpital général de référence de Niamey. Monsieur Fumakoy, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Monsieur Fumakoy, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Au Niger, vous étiez donc en première ligne de cette lutte contre la pandémie. Quelle a été la stratégie du pays qui semble avoir été quand même relativement épargnée ? Voilà, donc merci beaucoup. Effectivement, j'étais responsable de l'unité de réanimation Covid et donc de ce fait en première ligne, travaillant en réanimation Covid et également au niveau du service des urgences. Alors, la stratégie, elle a été un peu la même que celle que Monsieur le ministre vient de décrire. Hein. On a eu d'abord une très forte adhésion politique et pour une fois, on a eu une très grande adéquation de ce que les médecins voulaient, ce que le monde médical voulait et également de la politique du gouvernement. Donc, je pense que cette synergie d'action, elle a fortement contribué à permettre de mettre en place très vite, très tôt, donc de façon préventive, tout ce qu'il fallait pour pouvoir contenir la pandémie. Alors, le choix a été porté au Niger, en tout cas, sur une fermeture précoce des frontières. Hein. Déjà, en décembre 2019, lorsque la pandémie a été déclarée, le Niger a commencé à mettre des dispositifs en place afin de commencer à contrôler l'accès au niveau des frontières aériennes et puis ça a continué avec le contrôle au niveau des frontières terrestres où ce sont plutôt des dispositifs de détection, d'isolement et de traitement des cas qui ont été mis en place. Ensuite, ça a été essentiellement le cordon sanitaire en quelque sorte, mais nous l'avons appelé plutôt l'isolement sanitaire. C'est-à-dire que les foyers de Covid-19 qui avaient été détectés, d'abord au niveau de la capitale, ensuite au niveau de la région de Maradi, ont plutôt été isolés du point de vue sanitaire afin de restreindre les mouvements des personnes à l'extérieur de ces zones-là et circonscrire la pandémie jusqu'à ce qu'elle soit d'abord éradiquée au niveau de ces principaux foyers. Je pense que d'autres mesures ont considérablement aidé. C'était d'abord l'avènement des équipes mobiles. Les équipes mobiles, c'était des équipes de soins qui se déplaçaient, trouvaient plutôt les patients chez eux, les dépister et éventuellement les traiter. Et également le choix que le Niger a fait de proposer un protocole de traitement très tôt, à un moment où la polémique était encore tout autour du traitement de la COVID-19, parce que je pense que tout le monde sera d'accord avec moi qu'il est beaucoup plus dangereux de dire à quelqu'un « vous êtes malade et il n'y a aucun traitement, c'est incurable », plutôt de lui dire « bon, voilà, vous êtes malade, mais nous vous proposons un traitement qui, avec un fort pourcentage, va vous permettre de guérir ». Ceci a permis de diminuer la psychose, donc de diminuer tout le bruit qu'il y avait autour de Covid-19. Alors, docteur, je vais vous demander de quel protocole s'agit-il ? Alors, nous avons utilisé le protocole très controversé de l'hydroxychloroquine, associé donc à de l'azithromycine et à un traitement symptomatique en fonction de l'état du patient. Mais le principal du traitement, c'était vraiment l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui ont été proposés comme alternative de traitement à la COVID-19. Et je pense, en tout cas en regardant ça maintenant, a posteriori, que ça a marché. D'accord. Merci beaucoup pour cette première intervention, docteur Fumakoy. Madame Souka, il y a également, alors aujourd'hui vous représentez le groupe AFD, vous êtes la responsable de la division santé et protection sociale et l'AFD s'est mobilisée très tôt pour essayer de limiter les impacts sociaux, économiques et sanitaires de la pandémie dans un certain nombre de pays, à commencer par la France, disons en tout cas dans les pays du Sud, en Afrique, l'AFD a été en première ligne et a lancé une initiative qui s'appelle Santé en commun, et qui justement a été pensée pour répondre aux effets de cette pandémie. De quoi s'agissait-il, Madame Souka ? Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation aujourd'hui. L'initiative Santé en commun, il s'agissait essentiellement d'une réponse rapide et donc de mettre en place des mécanismes qui permettaient de simplifier nos procédures de projet pour répondre à une situation exceptionnelle.
nous sommes d'habitude dans un fonctionnement de projet de développement dans lequel nous prenons le temps de co-construire avec nos partenaires, avec les pays avec lesquels nous travaillons, des projets qui ont toutes les garanties de correspondre à la demande des pays et à la demande des populations. Ici, nous étions dans une situation d'urgence sanitaire qui amenait nos pays partenaires à nous demander de les aider très vite. Et donc, nous avons mobilisé cette initiative pour amener les financements clés, à la fois pour répondre à la crise économique à travers des transferts financiers immédiats au budget des États, afin qu'ils puissent prendre les mesures les plus importantes immédiatement, mais également des financements pour pouvoir acheter des outils de diagnostic, des outils, des traitements et de façon générale, rapidement mettre en place la réponse. Et donc, dès 2020, nous avons donc mobilisé ces procédures et ces investissements pour pouvoir mobiliser des financements qui se portent à près de 2 milliards en 2020 et un autre près de 600 millions en 2021. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Soucy, vous êtes le vice-président cloud et intelligence artificielle du groupe Huawei Nordem Africa, dans la région Nordem Africa. On le sait, Huawei a développé un certain nombre d'initiatives, de solutions technologiques pour essayer de limiter aussi les effets de cette pandémie. Les acteurs privés ont joué un rôle vraiment important pour essayer de soutenir les États les plus vulnérables, je pense aux pays du Sud, en Afrique en particulier. Monsieur Soucy, peut-être à travers quelques exemples, de quelle façon Huawei est-il intervenu en Afrique auprès des autorités pour pouvoir contrer cette vague pandémique? Merci pour l'invitation. La crise de la Covid-19 a mis en lumière toutes les tensions existantes sur les systèmes de santé du monde entier, mais particulièrement en Afrique. Ceci en sensibilisant considérablement les pays aux solutions digitales et numériques pour pallier les défaillances observées. Je prends par exemple la Covid-19 a mis aussi à l'évidence tous les liens d'interdépendance sanitaire à l'échelle mondiale. Donc, tous les mécanismes de solidarité internationale ont été fragilisés et on n'a pas vu arriver toutes les aides promises pour l'Afrique. Ceci dit, ça c'est le challenge que l'Afrique a vécu pendant la Covid-19. Mais ceci dit, on a vu une opportunité parce que on a vu relancer des économies la transformation digitale, des économies numériques durant la Covid-19. La Covid-19 a fait gagner, par exemple, à l'Afrique, en moyenne, cela dépend des pays, mais 3 à 5 années pour transformer digitalement les économies africaines. Donc ça, c'était une belle opportunité et qui a permis aussi de capitaliser sur la technologie pour couvrir toutes les cadences et les besoins en ressources. Je prends pour exemple les capacités, par exemple, de la production et l'insuffisance de la production des médicaments en Afrique est flagrante. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 400 producteurs fabricants de par toute l'Afrique, principalement au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Afrique du Sud. Et si vous comparez ça, par exemple, à 5000 producteurs en Chine, et toutes bases comparables à comparaison égale, l'Afrique a 25% des malades de par le monde. Donc, il y a effectivement une carence, mais la technologie a permis de supporter et de traverser cette crise. Nous avons, par exemple, chez Huawei, nous avons aidé avec des initiatives, par exemple au Maroc, où nous avons mis l'intelligence artificielle et le cloud
à la disposition de quelques hôpitaux du ministère pour mieux analyser les diagnostics des radios des poumons, par exemple. Donc, la récupération de ces données pour mieux diagnostiquer la COVID-19. Donc, on a mis ça à disposition. On a fourni des radios pulmonaires sur notre base de données. Et donc, l'intelligence artificielle a permis d'accélérer ce diagnostic. Donc, ça, c'est au niveau de l'usage de l'intelligence artificielle. D'un autre côté, on a vu aussi le digital et le numérique et surtout l'accélération de l'usage des réseaux parce qu'on a vu des médecins, des hôpitaux se connecter à distance. Donc, on a vu une pression aussi sur l'usage des réseaux et sur l'usage de la technologie au niveau des opérateurs. On a vu une accélération, par exemple, de l'Afrique sur la bande passante, parfois doublée sur certains pays, mais en moyenne, c'est à peu près une croissance de 50% de l'usage de la bande passante au niveau des opérateurs. Donc ça aussi, Huawei a aidé les opérateurs et les gouvernements à mieux gérer cette croissance qui n'était pas attendue et n'était pas planifiée et mieux gérer la connexion, par exemple, des médecins et des hôpitaux pour partager des besoins de data et mieux avoir une interconnexion entre les différents hôpitaux et les différents intervenants dans le système santé. Donc, moi, j'ai un constat qui est double. Donc, effectivement, l'Afrique a eu un challenge pendant 2-3 années suite à la COVID-19, mais c'était aussi une opportunité, une belle opportunité à l'accélération de la digitalisation des économies africaines. On a vu naître, par exemple, des programmes comme Maroc Digital 2025, Sénégal Numérique 2025 s'accélérer, Digital Egypt s'accélérer. Donc, on a vu aussi une accélération des stratégies de transformation digitale au niveau des pays africains. Et ça, c'est une belle opportunité qui a permis d'accélérer la transformation digitale de l'Afrique. Alors, merci pour cette intervention. Ça va me permettre de rebondir assez facilement sur les innovations qui ont vu le jour pendant cette période particulière. On va s'orienter vers Cédric Degbo, qui est fondateur de la plateforme médicale REMA et qui a décidé de lancer sa société qui connecte les personnels de santé au Bénin et dans un certain nombre de pays d'Afrique en pleine pandémie. Alors Cédric, est-ce que vous nous recevez bien? Je crois que vous êtes au Canada. Oui, je suis au Québec actuellement. Bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Marie-France pour l'invitation. Justement, c'est Cédric Degbo, je suis le fondateur de la start-up en santé technologique REMA, qui depuis 4 ans maintenant essaye en fait de réduire l'incidence des erreurs médicales sur le continent africain en interconnectant les professionnels de santé qui exercent aujourd'hui principalement en Afrique francophone afin qu'ils puissent collaborer en temps réel, partager leurs connaissances et expertise afin de délivrer des soins de santé de qualité. Donc, on répond à la problématique de l'isolement des professionnels de santé sur le continent africain aujourd'hui. D'accord. Il y a quand même, aujourd'hui, à ce jour, il y a plus de 14 000 personnels de santé qui sont connectés, principalement des médecins, infirmiers, aides-soignants. Comment ça fonctionne ? Exactement, donc à 14 000 médecins, infirmiers et sages-femmes, pas aides-soignants, et sages-femmes. La manière dont ça fonctionne, c'est à travers une plateforme mobile et web. Donc, on a une application mobile et à la fois également une application web qui délivre aujourd'hui 3 services aux professionnels de santé complètement gratuitement. Le premier service, c'est un service de collaboration médicale à distance, c'est-à-dire moi, en tant que médecin aujourd'hui, quand je fais face à un cas de patient qui est un peu compliqué ou complexe, auquel j'ai pas de réponse, je peux publier le cas, donc poster le cas à l'intérieur de l'application, totalement anonymisé. J'ai juste à dire, par exemple, j'ai un monsieur de 34 ans, ainsi de suite, et puis d'autres confrères, d'autres horizons me viennent en aide afin de m'aider à résoudre ce cas-là en me proposant des approches de solutions. Et moi, dans la vraie vie, j'interagis avec mon patient pour pouvoir régler sa problématique. Donc, on essaye de lever les barrières frontalières qu'il y a au niveau du transfert de connaissances médico-scientifiques
entre les professionnels de santé d'un pays à l'autre en Afrique. Et pour revenir un peu au Covid-19, depuis le 16 mars, justement, 2020, REMA a mis en place, au-delà de cette communauté-là de professionnels de santé que nous constituons aujourd'hui, nous avons mis en place en fait un outil de communication médicale institutionnelle que nous mettons à la disposition des organisations sanitaires internationales, des ministères de santé et même de certaines entreprises médicales afin qu'ils puissent cibler et toucher en temps réel les professionnels de santé qui exercent sur leur territoire d'intérêt. Donc, on avait déjà cet outil-là qui est bien évidemment adapté au contexte de crise, comme la pandémie de COVID-19. Donc, depuis le 16 mars, évidemment, 2020, nous avons mis gratuitement cet outil-là à la disposition d'un certain nombre d'organisations internationales, complètement par élan de solidarité, de patriotisme, y compris des ministères de santé dans certains pays d'Afrique, notamment celui du Bénin à travers la task force COVID-19. Je salue monsieur le ministre on l'a vu en réalité au four et au moulin dans notre pays. J'ai été témoin, j'étais à Cotonou pendant ce temps-là. Donc, c'est le moment pour moi également, en tant que médecin, de le féliciter, de saluer tous les efforts qu'il n'a jamais ménagés pour venir à bout de cette crise. Et aujourd'hui, le Bénin fait partie des pays qui ont le plus promptement réagi face à la COVID-19. Alors, on va faire réagir Monsieur le ministre à Cotonou. Monsieur le ministre de la Santé, est-ce que vous aviez entendu parler de cette plateforme REMA qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques temps, puisque Cédric a reçu plusieurs prix, notamment de la francophonie, encore la semaine dernière à Cape Town, lors de l'Africa Arena? Effectivement, j'ai entendu parler de cette task force qui fait de cette plateforme et également d'autres qui ont fait partie de la task force qui ont animé un peu tout le dispositif de solutions innovantes au niveau de CMS City. Parce que, alors, avec Monsieur cette le ministre, CMS City, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la Silicon Valley du Bénin. Exactement. C'est notre Silicon Valley où nous produisons vraiment avec les startups vraiment des choses formidables. Et justement, au cours de la crise sanitaire, ces startups ont pu s'exprimer en passant des solutions de tracking pour le suivi des contacts, la production d'équipements de protection ou de solutions pour mettre en contact les professionnels de santé. Il y avait un peu de tout. Il y avait vraiment un peu de tout. Et ils ont fait un travail formidable qui nous a permis vraiment de faire face à cette pandémie. Mais au-delà de ça, je voulais souligner le bon formidable que l'ensemble du système de santé a fait par rapport à la e-santé. C'est extraordinaire. Nous avons fait un bond dans le futur qui est inédit. Vous savez, juste avant la crise sanitaire, on était encore au balbutiement par rapport aux réunions en ligne. Et avec la crise sanitaire, tous les jours, vous pouvez imaginer que l'ensemble du système, que ce soit pour le niveau de la coordination, que ce soit pour le niveau des soins, aussi bien au Bénin qu'avec l'extérieur, était connecté 24 heures sur 24 pour échanger, pour des informations, pour affiner des diagnostics, pour affiner des stratégies. Et ça, c'est fondamental. Pour prendre des décisions, ça a été fondamental. Ensuite, vous avez pu voir le dispositif qui a été mis à Cotonou, à l'aéroport de Cotonou, avec un centre de surveillance sanitaire qui a été digitalisé totalement. Le pass vaccinal a été mis en place. Il y a le centre de surveillance sanitaire où vous vous enregistrez depuis l'extérieur avant d'atterrir à Cotonou. Ou dès que vous allez vous faire votre test Covid, vous avez les résultats digitalisés automatiquement et vous savez si vous pouvez circuler librement ou pas, ou vous allez vous confiner, vous traiter, ainsi de suite. Et vous avez également d'autres passes, la plateforme pour l'enregistrement des plaintes des patients, parce qu'ils devaient appeler quand ils sont malades, c'était chez eux. On a mis en place une plateforme avec un numéro vert qui fonctionnait pratiquement 24 heures sur 24, avec plus de 2 millions d'appels qui ont été traités au cours de cette crise sanitaire. Donc vraiment, on a fait un bond dans le futur par rapport à la e-santé avec cette crise sanitaire. Je voudrais encore saluer le travail formidable qui a été mené par ces startups qui ont accompagné le gouvernement par rapport à la riposte. Alors, dans quelle mesure vous les accompagnez, ces start-upers? Je sais que, par exemple, REMA est en plein développement en ce moment. De quelle façon vous pouvez accompagner un acteur comme celui-ci? Alors, beaucoup d'appui des partenaires techniques financiers. Je sais que l'UNFI a beaucoup travaillé avec eux, notamment par rapport au développement de solutions innovantes.
Et aujourd'hui, on les priorise par rapport au projet de e-santé que le gouvernement a. Et on les sollicite d'abord pour qu'ils puissent vraiment mettre leur expertise à contribution. Et le ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin travaille vraiment de façon très approfondie avec ces startups pour pouvoir les lancer, pour qu'ils puissent se faire un nom également au niveau national et au niveau international. C'est l'apport vraiment que le gouvernement aujourd'hui leur apporte pour pouvoir leur permettre d'éclore et aller de l'avant. Et évidemment, il y a Semecity qui est là, qui est vraiment comme vous l'avez dit, notre Silicon Valley, où nous sommes en train de pousser encore plus loin pour en faire vraiment quelque chose, une référence au niveau de la sous-région et pourquoi pas dans le monde. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Retournons à Niamey, au Niger. Docteur Foumakoy, je sais qu'au Niger, on fabrique des drones. Je sais que l'innovation est partout. On va la trouver à Niamey, on va la trouver aux quatre coins du Niger également. Quel rôle a joué la technologie l'e-santé au Niger au plus fort de la pandémie ? D'accord, merci. Alors, au Niger, un peu à l'instar d'autres pays africains, l'e-santé s'est révélée être une véritable bouffée d'oxygène pour le système sanitaire. Alors, quand je dis bouffée d'oxygène, ça veut vraiment dire tout ce que ça veut dire. Quand vous voyez ce que l'oxygène était lors de la pandémie, c'était une denrée très rare et très précieuse. Et le numérique est venu être également une bouffée d'oxygène. Alors, grâce au numérique, les échanges ne se sont pas interrompus. Les praticiens ont pu continuer via les visioconférences, via les plateformes Zoom et autres, à échanger avec leurs collègues. Ça a permis au Niger de faire un bond numérique, notamment dans le domaine de la télémédecine. La télémédecine qui était un petit peu timide, ça se faisait, mais pas très fort. Et je crois que grâce quand même à cette pandémie à Covid-19, la télémédecine, d'une manière générale, a fait un véritable bond au Niger. À côté de cela, nous avons eu plusieurs solutions qui ont été proposées. Par exemple, au niveau du tri, de l'accueil, du tri des patients, nous avons utilisé des logiciels, des intelligences artificielles qui sont basées un peu sur le principe d'algorithme d'analyse augmentée pour aider les praticiens à faire le tri entre les patients, à détecter ceux qui sont probablement Covid ou pas, et carrément même à donner des diagnostics. Donc, je vais citer comme exemple l'application Medvir, qui a été expérimentée au niveau de l'hôpital général de référence et qui est une application, une intelligence artificielle qui aidait au diagnostic et au tri des patients. Notre Silicon Valley à nous, qui est né après Covid, s'appelle Sadoré. Donc, c'est la cité de l'innovation. On l'appelle la cité de l'innovation. C'est Sadoré, cité de l'innovation, qui est une cité où le gouvernement a réuni un ensemble de startups, a mis à disposition une grosse connexion Internet avec une bande passante vraiment très forte et où on encourage toutes les startups, tous les jeunes talents à innover dans le domaine de la e-santé. Parce qu'il y a un pôle dans cette cité de la technologie qui est essentiellement et exclusivement réservé à l'e-santé. C'est ainsi qu'on a eu l'émergence quand même de certains d'entre eux, avec actuellement un moniteur de surveillance, les moniteurs de surveillance paramétrique qui permettent donc de surveiller les patients qui sont graves, qui a été inventé par cette start-up de façon locale, en important certaines composantes, en imprimant les autres grâce à des imprimantes 3D et en imprimant les circuits. Et ce moniteur a été aujourd'hui, grâce quand même au soutien du gouvernement, grâce au soutien du président de la République, Mohamed Bazoum, a été produit en 60 exemplaires qui sont expérimentés dans les plus grands hôpitaux de la capitale. Et l'objectif de cette entreprise-là, c'est quand même d'arriver à produire un moniteur, à montrer qu'il est aussi efficace que les gold standards qui sont utilisés, qui sont importés de l'Europe, importés des États-Unis, et pouvoir l'utiliser sur l'ensemble du territoire. Vu que ce sera produit localement, donc on aura un appareil très efficace et à un moindre coût. À côté de cela, vous avez d'autres startups qui sont encore au stade de prototype, tels que Iprem, qui essayent de faire un respirateur, par exemple. Je pense que toutes ces interventions, toutes ces innovations-là, elles vont vraiment dans le sens de permettre à l'Afrique, à un moment donné, de devenir maître de son destin sanitaire. D'accord, donc pour vous aussi, cette pandémie a favorisé une accélération en termes de dématérialisation et aussi de plus en plus d'innovation médicale. Madame Souka, on va retourner à Paris.
Le groupe AFD soutient de façon proactive les écosystèmes tech sur le continent africain. Quid en matière de health tech, justement, depuis l'arrivée de cette pandémie ? Très bien, le groupe AFD, effectivement, a plusieurs outils pour soutenir les investissements dans les systèmes de santé. Le premier, c'est bien sûr l'investissement public et le soutien à des projets qui sont proposés par les pays africains. Nous avons également Proparco, qui est donc notre fenêtre d'investissement privé, qui est donc assez accessible aux entrepreneurs qui peuvent vouloir donc accéder à du capital pour investir dans des entreprises qui sont dans la production de produits de santé ou dans les services de santé. Et puis nous avons bien sûr Expertise France qui a rejoint le groupe et qui permet de mobiliser de l'assistance technique pour aider les pays, les ministères de la Santé, les programmes à mettre en place des nouvelles solutions, de nouvelles solutions. Ça peut inclure effectivement des solutions technologiques. Et de façon générale, nous sommes vraiment très engagés sur cette construction des systèmes de santé, à la fois donc des systèmes de technologie, mais également l'investissement dans les ressources humaines, l'investissement dans l'infrastructure. Et un exemple, c'est vraiment ce que nous faisons au Sénégal aujourd'hui avec un projet qui se fait à travers un prêt de politique publique dans lequel nous soutenons le gouvernement du Sénégal dans sa volonté de renforcer l'ensemble de l'écosystème d'investissement dans le secteur santé, à la fois public et privé, afin de faire monter en qualité l'ensemble du secteur. Et donc ça veut dire à la fois donc la mise en place d'institutions qui créent cet écosystème à travers la réglementation, en particulier la réglementation sur les produits. Si on veut pouvoir mettre en place des investissements de nouvelles technologies, alors il faut les cadres réglementaires adéquats pour les investissements dans la production de vaccins, de médicaments, de produits de santé variés, mais également dans l'utilisation des technologies, parce qu'évidemment, dans la santé, il faut être sûr que ces technologies sont d'abord sûres, qu'elles ne posent pas de problème, et puis il faut aussi également assurer que lorsqu'elles sont financées par la bourse publique, qu'elles apportent vraiment un service rendu de qualité. Donc, investissement dans la réglementation, investissement dans le capital humain. Quand on veut faire monter un système en compétences et faire venir de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes, alors il faut pouvoir avoir les personnes, et donc de travailler avec les universités, les instituts de technologie, les instituts de formation technique pour développer des filières emploi dans le secteur santé. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a souvent été négligé. Le secteur santé aujourd'hui, c'est un secteur d'emploi, c'est un secteur de croissance, et souvent il a été oublié dans les programmes d'emploi des jeunes, les programmes de soutien à la création d'entreprises. Et alors que de nombreuses opportunités sont là, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour la création d'emplois dans le secteur santé. Et puis, bien sûr, un appui à l'investissement, à la fois avec la création d'un climat d'investissement favorable pour amener des investissements santé, inclus des investissements étrangers qui viennent également quand le cadre réglementaire et le code d'investissement est favorable. Et enfin, des appuis directs à des institutions qui visent à augmenter la souveraineté et la qualité des systèmes en Afrique. Et donc, ça inclut un soutien, par exemple, à l'Institut Pasteur de Dakar pour la production de vaccins. D'abord, un soutien qui avait été sur le vaccin anti-amaril et maintenant, aujourd'hui, sur des lignes de vaccins sur les vaccinations pour les enfants, la rougeole, la rubéole, les vaccinations infantiles, etc. Donc, d'essayer d'apporter cet appui à l'écosystème qui aboutit à la fois à des investissements publics et à des investissements privés qui devraient permettre à l'Afrique d'être mieux préparée
d'ici 6 mois, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, aux risques santé qui sont là et qui vont probablement plutôt augmenter du fait des risques santé qui sont liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, aux différents impacts sur la nature qu'ont ces phénomènes environnementaux et l'impact dérivé sur la santé. Donc l'investissement à la fois dans des institutions de santé publique fortes qui sont capables de repérer ces risques, de les suivre, et des institutions qui sont également capables d'y répondre. Et c'est ça vraiment notre priorité aujourd'hui. Et notre priorité, c'est de soutenir les institutions africaines, à la fois les institutions nationales et régionales de nature publique, comme le CDC Afrique, comme les institutions régionales comme l'OAS, mais également les instituts nationaux de santé publique, les instituts de surveillance sanitaire, les agences de régulation du médicament. Donc ça, c'est vraiment dans le public, mais également aider à créer un climat d'investissement qui permet de faire monter en qualité l'industrie locale de production des différents éléments qui sont importants dans la production de services de santé, dont les médicaments, les vaccins et les différents consommables, souvent des consommables à usage unique, qui sont utilisés par le système santé. Il a aujourd'hui un besoin d'investissement. Nous avons développé un agenda d'investissement à la fois avec la Banque africaine de développement, le CDC Afrique, la Banque européenne d'investissement et d'autres banques publiques de développement comme Afreximbank. On estime que dans les 3 prochaines années, on peut mobiliser près de 10 milliards d'investissements sur le secteur santé en Afrique, qu'il y a aujourd'hui ce besoin et que ce besoin est un véritable investissement économique, à la fois pour éviter les crises de type de la crise Covid-19 qui a entraîné un recul de la croissance économique et une augmentation de la pauvreté, mais également un secteur qui est un secteur de croissance et d'emploi. Très bien, merci beaucoup. Alors vous parliez effectivement de souveraineté au niveau des médicaments. La production de médicaments effectivement sur le continent africain reste faible puisque l'Afrique importe plus de 80% de ses médicaments, essentiellement d'Asie. Monsieur Soucy, je reviens vers vous parce que je sais que le groupe Huawei s'est intéressé spécifiquement pendant cette pandémie aux aspects réglementaires et aussi à tout ce qui relève de la souveraineté sanitaire sur le continent. Vous avez notamment travaillé sur les dossiers médicaux, sur leur dématérialisation. En substance, de quoi s'agissait-il, Monsieur Soucy ? Oui, merci pour la question et je confirme effectivement que la souveraineté est au cœur de cette dématérialisation et de cette accélération de l'usage des technologies dans un secteur aussi sensible et aussi souverain que peut être le secteur de la santé pour tout pays. Mais permettez-moi juste de partager un peu un aperçu de ce qui s'est passé ces dernières années et voir un peu comment la technologie a aidé ce secteur à mieux gérer cette crise. Regardons l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 2 médecins pour 10 000 habitants. Alors, en comparaison par rapport à l'Europe, par exemple, on a une moyenne entre 30 et 32 médecins, selon les statistiques, pour 10 000 habitants, selon les statistiques de l'OMS. Donc, il y a une carence déjà au niveau de la compétence pour couvrir la population africaine, sachant qu'on est dans une courbe extrêmement en forte croissance de natalité, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait le double de la population africaine d'ici 2050. Donc, on s'attend à ce que l'Afrique va avoir 2,5 milliards d'habitants. Donc, cette carence de médecins doit être accélérée par la technologie. Donc, la COVID-19 a permis aussi d'avoir cette technologie pour ramener le médecin au plus proche du patient. D'amener la technologie aussi permet d'avoir des réponses très concrètes et adaptées aux États africains. Donc,
en simplifiant l'échange d'informations. La connectivité a permis aussi de répondre à beaucoup de demandes de soins et de compétences au niveau régional. Et donc, ça a permis aussi, dans la plupart des pays africains, l'usage aussi du mobile, de la connectivité pour mieux partager ces compétences-là. On a vu aussi une injection en termes de fonds dans les startups, dans l'écosystème de santé. Donc, on a vu en 2020 plus de 700 millions de dollars injectés dans les startups, et ceci, c'est plus de 43% par rapport à 2019. Donc, l'écosystème technologique avec son écosystème de start-up développe des offres autour de ça. Donc, le parcours patient, par exemple, a été parfois amené à être dématérialisé, à l'usage de la technologie, la connectivité, le mobile, mais tout en perdant la souveraineté, parce que ces données-là sont très sensibles. Ces données-là peuvent être stockées un peu partout. On connaît la sensibilité des données nationales de citoyens et on voit un peu l'extraterritorialité de certaines lois qui peuvent s'appliquer sur ces données. Donc nous, ce qu'on accompagne aujourd'hui les pays africains, c'est faire une transformation digitale avec l'usage du cloud, l'intelligence artificielle, comme ça a été cité, mais dans une approche nationale, souveraine, selon les lois et les réglementations nationales et locales. Ça, c'est extrêmement important parce que pendant ces 2-3 années, on était en situation d'urgence, donc l'usage de la technologie a été accéléré, a beaucoup accompagné aussi ces gouvernements, ces ministères, ces médecins à être plus proche du citoyen et du malade. Mais aujourd'hui, avec du recul, toutes les solutions doivent être développées dans un écosystème qui respecte les lois et les données nationales dans une approche souveraine africaine. Ça, c'est extrêmement important et c'est ce que Hawaii prêche. Alors, et ce qu'on a vu aussi... je vais vous faire réagir tout de suite. Comment on fait pour sécuriser les informations confidentielles que l'on retrouve dans les dossiers médicaux, puisque vous vous attaquez en ce moment à la dématérialisation de ces dossiers médicaux, Monsieur Soussi? Voilà, donc j'allais venir à cet exemple. Donc aujourd'hui, on a développé des solutions. Hawaii Smart Hospital Solution, c'est une solution d'un smart hospital, mais c'est pas juste un hôpital intelligent, mais ça permet la télémédecine, ça permet les téléconsultations, ça permet de faire des soins et utiliser par exemple les robots pour faire des diagnostics, pour servir des clients, pour enlever par exemple des tests. Donc les robots, toutes ces données-là doivent être à un usage national. Donc développer aujourd'hui des réseaux, des clouds nationaux, c'est aujourd'hui, ça fait partie de notre stratégie cœur de la transformation digitale au niveau des gouvernements africains. Donc aujourd'hui, tout gouvernement africain, j'ai cité tout à l'heure Smart Sénégal 2025, Smart Nation, Digital Nation pour le Maroc 2025, toutes ces stratégies doivent avoir une stratégie nationale de développement du cloud et des capacités d'intelligence artificielle au niveau national pour mieux stocker ces informations dans un cloud souverain national gouvernemental. D'accord? Donc, la connectivité est améliorée pour mieux se connecter sur ces services-là, mais lorsqu'on parle des données de citoyens, des données de santé, de malades, il faut absolument que ce soit dans l'usage de la technologie dans un périmètre national. Les lois, on voit aujourd'hui aussi se développer des frameworks de lois et des réglementations pour mieux respecter la sauvegarde et l'usage des données de citoyens dans un périmètre national. Le cas de la CNDP, le cas de la DSIC au Maroc, le cas par exemple des lois au niveau de Sénégal et de l'Égypte sont très parlants lorsqu'on parle de la souveraineté et surtout
de la nationalisation et de l'usage des données de citoyens nationaux dans un périmètre qui respecte les lois nationales. Ça, c'est extrêmement important. Très bien. Alors, j'aimerais faire réagir Cédric Degbo par rapport à un point qui a été évoqué par M. Soucy. Il a dit que 700 millions de dollars avaient été investis en 2020 dans les start-up, soit une augmentation de 43% en un an. Dans quelle mesure le secteur de l'health-tech et REMA en particulier a pu profiter de cet attrait renforcé pour les startups en e-santé à partir de l'arrivée de cette pandémie? Merci Marie-France. Je pense qu'il est, avant même de parler d'investissement, il est important de rappeler la valeur ajoutée qu'apportent les entreprises de santé technologique comme REMA. Et l'impact que la COVID-19 a eu pour les mettre, on va dire, en valeur. Concrètement, il est important en fait de repositionner, nous, en tout cas les solutions de REMA, dans la chaîne de valeur dans un contexte épidémique pour mieux comprendre comment nous on en a bénéficié et d'où les investissements sont venus derrière. Donc, permettez-moi d'en parler quelques secondes, s'il vous plaît. Donc, concrètement, quand on est dans un contexte d'épidémie, en réalité, ce qui est important pour les gouvernants, pour les gouvernements et les différentes parties prenantes, c'est d'abord de prendre en charge évidemment les cas qui sont déclarés, de mettre en place un système de surveillance épidémiologique, mais quelque chose qui est également très important pour eux, c'est la prévention. Et la prévention, ça passe par la sensibilisation, donc la diffusion d'informations à l'endroit du public, mais également à l'endroit des professionnels de santé. Et c'est là que nous intervenons vis-à-vis de ces parties prenantes organisationnelles-là, telles que les ministères de santé, par exemple. Donc, on essaye de relier directement les ministères de santé, les organisations sanitaires internationales présentes dans un pays, aux professionnels de santé qui exercent dans ces pays-là, afin que l'information médicale sensible qui est destinée aux professionnels de santé pour les coordonner, les informer par rapport à la crise, soit contrôlée, sécurisée et ne tombe pas dans le domaine public, donc dans le domaine public pour alimenter les intoxications et les rumeurs, notamment. Et à titre d'exemple, il y a certains pays où le protocole de prise en charge, nous avons accompagné, au-delà du Bénin, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres pays africains où le protocole de prise en charge national de la COVID-19 a été diffusé, rendu public, où on a vu des civils, donc des personnes non outillées, manipuler ces protocoles-là pour essayer d'ajuster des doses de chloroquine ou de tout autre médicament azithromycine, ainsi de suite. Et ça a provoqué justement l'effet contraire voulu en rendant public ce genre d'informations. Donc REMA, les solutions REMA notamment sont là pour empêcher les informations médicales sensibles de tomber dans le domaine public et également d'alimenter les rumeurs au sein de la population. Donc, ceci dit, cette valeur ajoutée-là qu'on a apportée à différentes parties prenantes, aussi bien au niveau national qu'international, qui nous a rendu visibles, on va dire ça comme ça, à un certain nombre de partenaires techniques et financiers, y compris l'AFD, l'OIF, pour ne citer que ceux-là, y compris des investisseurs privés, qui nous ont approchés afin de renforcer, on va dire, notre capital et donc notre développement à l'international. Donc, c'est d'abord la valeur ajoutée que les startups apportent qui sollicite, en fait, finalement, les investisseurs à s'intéresser à nous. Quoique je reconnais que la pandémie de COVID-19 a eu un effet catalyseur pour toutes les entreprises de la health-tech qui étaient plus ou moins préparées. Alors vous, à votre niveau, vous avez justement bénéficié de cet attrait renforcé pour l'health-tech en matière d'investissement. Parce que là, vous êtes en ce moment en train de vous développer dans la sous-région. On en est où? Je sais que ce n'est pas facile pour les startups francophones, hein, en particulier d'Afrique. Donc aujourd'hui, si vous aviez un message à passer en tant que jeune entrepreneur, vous êtes médecin d'ailleurs, je le précise. Vous êtes là sur le même plateau que monsieur le ministre du Bénin. Qu'est-ce que vous attendriez peut-être des pouvoirs publics pour essayer de faire en sorte que votre action soit encore plus impactante?
Exactement, et je te remercie, je vous remercie d'ailleurs encore une fois, Marie-France, par rapport à cette opportunité que vous nous accordez. Je sais que vous savez déjà ce que je pense de l'investissement en capital risque en Afrique francophone, parce qu'on s'est rencontrés notamment en Afrique du Sud, à Cape Town. Je donnais une conférence par rapport à ça. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je demanderais, moi, notre doléance, je parle au nom des autres entreprises et LFTech aussi, notre doléance, c'est on demande de la confiance de la part de nos gouvernements. Ça, c'est un sujet très important parce qu'il n'est pas rare de voir qu'on a la solution que parfois les gouvernements vont chercher à l'international est disponible, actuelle et à jour dans leur pays. Donc, c'est de la confiance qu'on demande premièrement et de nous solliciter. Il ne s'agit pas forcément de donner du financement, mais on a une certaine expertise qu'on peut apporter autour des tables de discussion. Moi, je suis au Canada actuellement et je sais comment il fonctionne ici. Tout se fait par concertation. Et on invite différentes parties prenantes autour de la table à discuter avant de prendre une décision finale parce qu'une seule personne ne peut pas détenir le savoir entier, ne peut pas détenir toute l'expertise entière. Donc, la première chose qu'on demande, ce n'est pas du financement, c'est de la confiance et donc de nous solliciter quand il y a des sujets sur lesquels potentiellement on pourrait intervenir. Deuxièmement, d'utiliser nos solutions quand ils en ont besoin plutôt que d'aller chercher des références à l'international. Alors, merci Cédric. Je vais donner quand même le mot de la fin à Monsieur le ministre, peut-être en réponse aux doléances de Cédric depuis le Canada. Non, je pense que, comme je l'avais souligné tantôt, les gouvernements, notamment le gouvernement du Bénin, ont mis vraiment l'accent sur le travail que fait les startups. Et nous sommes là pour les booster, nous sommes là pour les pousser. Mais il faut également se rendre à l'évidence que c'est dans un partenariat vraiment productif que ça pourra se faire. Donc, le périmètre est ouvert complètement pour que vraiment nous puissions pousser ces jeunes startups pour aller encore plus de l'avant, pour mettre leur expertise à la disposition de nos populations. Merci, Monsieur le ministre. Et quelque chose de fondamental. La crise sanitaire nous a marqués. Et il faudrait que nous puissions tirer le leçon de ça. Au niveau de l'engagement politique, au niveau également de la multisectorialité qui est indissociable par rapport à ça, au niveau de l'engagement des partenaires, mais surtout au niveau de l'engagement communautaire. C'est fondamental. Vous savez, les rumeurs, les désinformations, l'intox qui a circulé, il a fallu en Afrique que l'engagement communautaire, c'est-à-dire incluant toutes les parties prenantes, soit mis en œuvre pour qu'on puisse totalement briser cette barrière. La vaccination a connu vraiment de très mauvais jours avant qu'on lance ce processus. Et tous les pays qui l'ont fait ont pu en tirer vraiment une grande partie. Et aujourd'hui, avec le concept One Health, il est impératif que nous le mettions au cœur de notre dispositif pour nous préparer éventuellement à de futures pandémies. Très bien, merci beaucoup Monsieur le ministre. Peut-être quand même un dernier mot du Niger pour savoir d'une certaine manière quelles sont les avancées les plus significatives finalement qu'il faudrait retenir depuis le Niger qui sont nées pendant cette pandémie et qui pourraient resservir, pourquoi pas demain, face à une autre pandémie. Oui, voilà. Alors au Niger, je pense que ce que nous pouvons retenir de la COVID-19, c'est surtout déjà qu'il est très important de pouvoir proposer des protocoles de soins qui soient sécurisés et qui soient correctement utilisés par tout le monde. Nous avons eu une très belle expérience, une leçon apprise, c'est la création des équipes mobiles de soins, qui étaient donc des petites unités qui emmenaient le soin chez les patients. Et ça a beaucoup contribué et c'est d'ailleurs l'unité qui est restée la plus active, même lorsque les différentes vagues sont passées, puisqu'il s'agissait essentiellement de surveiller et puis d'apporter le traitement aux patients très légers, voire asymptomatiques, qui étaient à la maison en confinement. Une autre chose, c'est les plans MASH et les plans Novi, qui sont des plans donc, de gestion, soit mise en alerte des services hospitaliers ou bien gestion de nombreuses victimes, qui étaient des plans qui étaient complètement méconnus de la majorité des professionnels de santé et qui, grâce à la COVID-19, ont vraiment été vulgarisés et appliqués un peu partout
pour gérer le grand nombre de patients qui venaient simultanément au niveau des hôpitaux. Je pense que là, ce sont vraiment les 3-4 grandes leçons que nous avons appris de la COVID-19. Bien entendu, le bond génial qu'il y a eu dans le secteur numérique grâce à la COVID-19. Mais si je pouvais me permettre de le dire, je crois qu'il reste des choses à faire et parmi ces choses, il y a 2 qui sont vraiment très importantes. La première, c'est vraiment le renforcement des capacités du personnel soignant, notamment des médecins et des infirmiers. Je crois que nous devons considérablement, dans nos pays africains, développer la médecine d'urgence, car nous l'avons vu avec la COVID-19, les gens qui étaient vraiment au front, qui étaient en première ligne, c'était le personnel qui travaillait dans les services des urgences, les personnels qui travaillaient en réanimation. Donc, nous devons vraiment former en masse des médecins urgentistes, des infirmiers urgentistes, et nous devons sérieusement réfléchir à la création de centres qui soient spécifiquement et spécialement dédiés à la gestion des grandes crises sanitaires. Je crois qu'en faisant cela, nous allons considérablement améliorer et préparer nos États à affronter d'éventuelles pandémies de ce genre. Voilà. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin car nous arrivons déjà au terme de ce Connect Live consacré à la santé. Merci à tous mes panélistes d'avoir participé à enrichir ces questions très intéressantes sur la résilience sanitaire post-Covid de l'Afrique. Ce webinaire sera disponible en replay sur tous nos réseaux sociaux et sur le site internet. À très bientôt sur La Tribune Afrique.